Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver enfin sur la chaîne. Et je vous souhaite par conséquent la bienvenue dans cet épisode hors série, l'occasion pour l'ensemble des émissions de développer leur univers et leurs propos par le biais de certains sujets à la fois précis et vastes qui ne pourraient pas être traités dans un format habituel. Bien souvent, ces sujets s'étalent sur plusieurs années, concernent des mouvements très différents, mais ce sont avant tout des questions théoriques qui ont joué un rôle capital dans l'évolution de notre compréhension de l'art. Un rôle que nous allons commencer à établir sans plus attendre avec le débat qui nous intéresse aujourd'hui, connu sous le nom de querelle du coloris. Notez que le mot est particulièrement bien choisi. Ouh là là, ils se sont cherchés querelle, ils se sont chamaillés les bougres. C'est ridicule. Voilà, faut le dire. Depuis le Trecento et le début du Quattrocento, l'Italie s'est distinguée par ses artistes nombreux et talentueux qui ont su aussi bien apporter des avancées considérables dans la manière de représenter le monde que laisser une empreinte impérissable de leur passage dans l'histoire de l'art. Malgré le fait qu'elle ne soit pas une nation unie mais plutôt une constellation de royaumes indépendants jusqu'au XIXe siècle, l'Italie est de surcroît l'héritière directe de la civilisation romaine, puisque les traces de l'Antiquité parsèment son territoire. Et parmi ces royaumes se trouvaient les États pontificaux dirigés par le pape lui-même. En 1650, autant dire que Rome, vestige du pouvoir impérial, siège du catholicisme et destination des artistes ambitieux, faisait donc office de capitale religieuse et artistique de l'Europe. La même année, la France, elle, souffre d'un cruel retard, déjà à l'époque. Le pays n'a pas de collection, pas d'ouvrage d'histoire de l'art écrit dans sa langue, et il n'est malheureusement pas parvenu à développer une esthétique qui lui est propre. La preuve, en comparaison de l'Italie, le pays n'entre dans la période dite de la Renaissance qu'assez tardivement. Et cette renaissance française n'est provoquée que parce que le roi d'alors, François Ier, invitait des artistes italiens à sa cour. La renaissance française est donc bien plus italienne que française. Donc pas de collection, pas de livre français qui étudie l'histoire de l'art, et pas de manière de peindre à la française. Le gouvernement et l'Académie royale de peinture et de sculpture doivent faire face à ces problèmes de taille. En 1661, le cardinal de Mazarin, qui assurait la régence aux côtés d'Anne d'Autriche, meurt. Louis XIV exprime alors sa volonté de régner personnellement. C'est le début de la monarchie absolue, durant laquelle le roi dirige tout, fait réorganiser le fonctionnement de l'administration royale, attire autour de lui de nombreux courtisans qu'il rassemble dans le château qu'il fait construire pour la cour, Versailles. Le roi, par l'intermédiaire de ses architectes Louis Levaux et Jules Ardouin-Mansart, érige un monument grandiose, soumettant à sa volonté tous les éléments jusqu'à la nature elle-même, grâce au concours de son jardinier, André Le Nôtre. Effectivement, les jardins prennent à cette époque, comme vous le savez, une forme particulière, très ordonnée et géométrique, qui devient la caractéristique principale du jardin à la française. En d'autres termes, l'identité et le style français s'affirment. 3 hommes sont les clés de sa politique artistique de premier ordre. Jean-Baptiste Colbert, qui a cumulé rapidement tous les offices de l'administration royale. Charles Lebrun, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, rattaché à la maison du roi en sa qualité de peintre attitré du souverain. Et le moins connu André Félibien, historiographe du roi. Dès 1662, Louis XIV se constitue sur le conseil de ces 3 hommes une collection conséquente en acquérant par le biais d'une sombre affaire politique, celle d'Everhard Jabach. Et à partir de ce moment, tout s'accélère. L'Académie se réorganise à la nomination de Colbert à la surintendance des bâtiments en 1664. Le cabinet du roi s'agrandit de nouveau lors de l'achat en 1665 de la collection du duc de Richelieu, le neveu du cardinal. Seulement un an plus tard, en 1666, c'est l'Académie de France à Rome qui ouvre ses portes. Et à partir de la même année, André Félibien commence à rédiger ses entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les conférences que l'Académie organise en 1667-1668 pour institutionnaliser et uniformiser le goût de ses membres. Le but était de présenter une œuvre, de l'analyser et d'expliquer les qualités exceptionnelles de sa facture, tout comme les mérites de son auteur pour en faire des exemples à suivre. La première œuvre à faire l'objet d'une séance le 1er mai 1667, présidée par le directeur de l'Académie, Charles Lebrun, fut le Saint-Michel terrassant le démon, dit aussi le Grand Saint-Michel, peint par Raffaello Sanzio. On reconnaît toujours dans ces figures la beauté et la force du dessin, même dans les parties qui sont les plus éloignées, sans qu'il reste pour cela aucune sécheresse, ni aucune dureté. Raffaello a donné à sa figure une beauté mâle et vigoureuse. Tout son art consiste en fin de compte à rendre visibles les effets sur les corps de la puissance divine. Le discours de Lebrun étant lui-même intéressant puisqu'il considère que Raffaello a été correct dans le dessin. Mais avoir fait le choix d'étudier un artiste italien pour la première séance des conférences de l'Académie en France l'est encore plus. La volonté des dirigeants de l'Académie est claire.
faire des artistes français les dignes successeurs des artistes italiens, en leur inculquant pourquoi ces œuvres ont de la grandeur et les faire s'inspirer de cette grandeur. La seconde séance, présidée par le peintre Philippe de Champaigne, le 4 juin 1667, avait pour objet le Christ porté au tombeau de Tiziano. Alors que Champaigne nous assure que Tiziano est celui que l'on doit imiter, une observation est à faire. Tout comme Raffaello, c'est encore une fois un artiste italien qui a été choisi, mais il ne fait pas partie de la même école de peinture que le précédent. Plus tôt, je vous avais signalé que l'Italie était morcelée par de nombreux États indépendants, chacun possédant son régime politique, sa propre cour et donc sa propre approche artistique. Tiziano est un maître de la peinture vénitienne, une école considérée comme experte et particulièrement sensible dans l'emploi de la couleur. Raffaello, pour sa part, est, du temps de Louis XIV, plus apprécié pour sa période romaine. Ce que l'on admire chez lui, c'est avant tout son dessin et la grâce de ses figures. Associé aux deux conférences suivantes, ceci est plus éloquent. Après Tiziano, en septembre 1667, Nicolas Mignard présente la Sainte Famille de Raffaello. Et le mois d'après, c'est au tour de Jean Nocret d'assurer une conférence, cette fois dédiée aux pèlerins d'Emmaüs de Veronese. Et l'évidence surgit. L'Académie a alterné les conférences entre un peintre réputé pour son dessin et un peintre de l'école vénitienne. Encore mieux, Raffaello, en plus d'inaugurer ses conférences, s'est vu traité par 2 fois. L'Académie a donc délibérément opposé ces 2 manières de peindre pour le favoriser lui plus qu'un autre. L'Académie poursuit les conférences qui prennent à partir de cette dernière séance sur Veronese une toute autre tournure. Cette fois, ce ne sont pas des peintres italiens qui sont mis à l'honneur, mais un seul artiste français, pour le reste des 4 séances, Nicolas Poussin. Sa manne est commentée par Charles Lebrun, Les Aveugles de Géricault par Sébastien Bourdon, Eliezer et Rebecca par Philippe de Champaigne, et ce jusqu'en août 1668, avec Nicolas Loire présentant Le Déluge. Poussin est un peintre français, mais qui a passé la majeure partie de sa carrière en Italie. Contraint par le roi Louis XIII d'entrer à son service, il n'est resté à Paris que pendant 2 ans. 2 années durant lesquelles il a marqué les esprits de la cour et de la scène artistique parisienne, ce qui a provoqué la fondation de l'Académie en 1649. Mais 2 années au terme desquelles il s'empressa de retourner à Rome dès la mort de Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Charles Lebrun, qui assura la première séance qui lui était consacrée, déclara « Il est la gloire de nos jours et l'ornement de son pays », avant d'ajouter « Si l'on a remarqué des talents particuliers dans chaque peintre italien, nous pouvons remarquer que tous ces talents sont réunis ensemble dans notre seul peintre français, et s'il y en a un qui n'est pas possédé dans la dernière perfection, au moins il les a tous possédés dans leur plus grande et principale partie. » André Félibien sera choisi afin de synthétiser ces conférences, pour ainsi initier et faciliter une réflexion sur la beauté typiquement française. Et vous l'avez compris, il y a ici un paradoxe de taille, puisque, selon l'Académie, il faut acquérir les manières italiennes de représentation pour trouver une façon de peindre à la française. Et c'est en s'appuyant sur un peintre certes français mais italianisant que se clôturent les conférences destinées à éveiller une esthétique nationale. Il semble que l'institution ne se soit pas rendu compte de l'absurdité de ce raisonnement qui n'aurait pu conduire au mieux qu'à une façon française de copier l'Italie, ce qui n'était pas l'objectif. Toujours est-il que malgré ces incohérences, un schéma s'était esquissé sur la façon d'obtenir la grandeur des peintures italiennes. Surtout suivre l'exemple de Raffaello et de Poussin, autrement dit, atteindre l'excellence du dessin. C'était d'ailleurs l'unique enseignement que l'Académie dispensait à ses élèves, car oui, les étudiants n'apprenaient absolument pas à peindre et à sculpter au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ils devaient pour cela se rendre chez des praticiens et intégrer des ateliers qui fonctionnaient de façon extérieure à l'Académie pour compléter leur formation. Encore un paradoxe, hein ? La couleur, elle, est illustrée par 2 peintres différents. Il n'y a donc pas la même rigueur qu'avec le dessin, ce qui montre qu'elle est volontairement mise de côté. Selon la vision de l'Académie, elle ne sert qu'à appuyer les qualités du dessin, et est donc moins importante pour un peintre. Et un énième paradoxe. Décidément, l'Académie les a accumulés, puisque les peintres sont forcément amenés à comprendre comment fonctionne la couleur et le mélange des pigments, pour réaliser une peinture. Le 12 juin 1671, cependant, une crise ébranle l'Académie lors d'une conférence sur « La Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Agnès » de Tiziano. Philippe de Champaigne se montre très critique sur la couleur. « C'est la belle apparence qui ne peut subsister seule, quelque beauté qu'elle puisse avoir. » Dans cette phrase, il reproche directement au jeune peintre de ne plus être attentif au dessin et de se laisser emporter par ce bel éclat en somme très superficiel et sans profondeur selon lui. Pour Philippe de Champaigne, la couleur est donc bien en deçà de l'esprit de solidité de la ligne. La réaction ne se fait pas attendre très longtemps car le peintre Louis-Gabriel Blanchard adressa le 7 novembre 1671 cette réponse restée célèbre intitulée « Sur le mérite de la couleur ».
Le dessin dans toute sa justesse est connu de bien peu de personnes, il ne flatte que le goût des connaisseurs et des plus habiles peintres. La couleur dans toute sa justesse et son harmonie charme tout le monde. C'est peu de ne plaire qu'aux ignorants, c'est beaucoup de ne plaire qu'aux savants, mais il est d'une perfection consommée de plaire à tout le monde. S'ensuit une véritable guerre entre les partisans de Blanchard et les tenants du dessin, suiveurs de Poussin, appelés dès lors les poussinistes. Le 9 janvier 1672, Jean-Baptiste de Champaigne donne une conférence et vient ainsi en aide à son oncle contre le discours fait par Blanchard. La couleur sert au dessin sur une toile de la même manière que le fait le crayon sur le papier, et du moment qu'elle ne sert plus à ce premier mobile de notre art, elle ne sert qu'à égarer et changer le nom de peintre en celui de barbouilleur. La couleur a pour vocation, selon lui, de permettre à la peinture d'exister, et rien d'autre. Charles Lebrun intervient à son tour. Tout l'apanage de la couleur est de satisfaire les yeux, au lieu que le dessin satisfait l'esprit. Il faut étudier avec soin et application la couleur, mais de manière que le dessin soit toujours le pôle et la boussole qui nous règle dans cette étude, afin de ne pas nous laisser submerger dans l'océan de la couleur où beaucoup de gens se noient en voulant s'y sauver. Roger de Pile, lui, met le doigt sur l'un des paradoxes de l'Académie et estime dans son dialogue sur le coloris, publié en 1673, que la première chose pour un peintre est simplement d'apprendre à peindre. Il se permet à la fin de son ouvrage de noter quelques exemples de peintres selon 4 critères précis: la composition, le dessin, la couleur et l'expression. Pour mener à bien sa démonstration, il fait appel autant à des artistes qui lui sont contemporains qu'à ceux qui se sont illustrés lors de la Renaissance. Nous passerons évidemment sur la stupidité d'un concept se permettant de juger les qualités respectives de peintres vivant à des périodes et dans des aires géographiques différentes. Mais nous parlons tout de même d'un relevé de notes qui ose attribuer à Caravaggio un 0 pointé en expression. Un 0. Caravaggio en expression, sérieusement? Il est bien moins noté que Hans Holbein le Jeune et sur tous les plans. Certes, Holbein est immensément apprécié en Angleterre, surtout pour ses portraits de cour, mais dont Roger de Pile juge pour sa part le dessin plus médiocre que la couleur. Le dessin de ses portraits est jugé plus faible que... Non, je crois que je vais m'arrêter là pour Holbein, d'autant qu'il n'est pas le seul artiste avec Caravaggio à se voir dénigré honteusement. Les peintres vénitiens sont tous très mal notés en ce qui concerne l'expression. Jacopo Bassano et Giovanni Bellini, les pionniers de l'école vénitienne, sont même considérés comme absolument nuls dans ce domaine. Pour Roger de Pile, seul trouve grâce à ses yeux les peintres qui lui sont plus contemporains, du côté hollandais par exemple, et surtout l'allemand Peter Paul Rubens, qui totalise 16,25 de moyenne. Au niveau du dessin, les peintres jouissent généralement de bonnes appréciations, mais on trouve de nombreuses anomalies comme Annibale Carracci et Charles Lebrun, surclassant tous deux Leonardo da Vinci, qui n'a que 4 en couleur. Pour celui qui perfectionne la technique du sfumato, qui met donc plus à l'honneur la couleur que le dessin dans ses peintures, il fallait avoir un certain culot. Eustache Le Sueur est son égal. Michelangelo s'impose en véritable cancre de la composition de la couleur et de l'expression, et n'a que le dessin de magnifique. Finalement, le seul membre de la triade de la Renaissance à bien s'en sortir est sans surprise Raffaello, puisqu'il jouissait encore à l'époque d'une très grande renommée, et il totalise, oh hasard, lui aussi 16,25 de moyenne, se hissant ex aequo contre Rubens. Le ton est donné. Roger de Pile considère qu'il faut aller voir la Galerie du Luxembourg pour y admirer l'œuvre de Rubens, car cet artiste, selon lui, a rendu le chemin qui conduit à la couleur plus facile et plus débarrassé. Le débat n'est désormais plus interne à l'Académie, il circule dans tout Paris. Ces arguments convainquent même le duc de Richelieu, auprès duquel il agit en tant que conseiller, de se procurer uniquement des œuvres de Rubens, parmi lesquelles le Massacre des Innocents ou encore le Repas chez Simon. La collection crée un scandale. Rubens s'impose comme un modèle pour les coloristes, qui prennent durablement le nom de rubénistes. Mais il est dangereux que vous soyez amenés à penser que les poussinistes ne savaient pas employer la couleur. Elle est utilisée, et parfois même sans ménagement, avec une variété notable comme ici, dans le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin. Du jaune, du rouge, du bleu, des zones très fortes de lumière et d'ombre. De même, le clan rubéniste ne présentait pas non plus une débauche d'éclats flamboyants, aux teintes mal agencées et aux résultats dissonants. Je vous propose maintenant de comparer deux œuvres, l'une poussiniste, l'autre rubéniste, au sujet similaire, pour bien comprendre ce qui sépare ces deux conceptions. La version de 1625-1626 du Massacre des Innocents par Nicolas Poussin semble du premier coup d'œil caractérisée par un grand agencement des figures. Ces dernières progressent comme dans une frise vers la droite, et la proximité des bâtiments, rythmée par les colonnes, donne l'impression de séquencer rigoureusement la scène principale.
En outre, aucune couleur ne crie plus qu'une autre, et les personnages sont tous individualisés, comme s'ils avaient été dessinés séparément et rassemblés pour former un groupe. Les partisans de la ligne visent davantage l'intérêt du spectateur par le biais de sa curiosité, qui va le pousser à identifier la composition soignée de l'œuvre, à la fois clairement visible, complexe mais logique. Ceci force l'esprit de déduction à s'éveiller, cible le décryptage de l'image et de la scène dépeinte, autrement dit, la satisfaction de comprendre. A l'inverse, le massacre des innocents de Rubens, daté de 1611-1612, nous donne une toute autre impression. Les protagonistes forment une masse informe et tumultueuse qui exprime la violence inouïe de l'action. Le groupe compact ne laisse aucun vide, aucun espace qui permette au spectateur de respirer. Les corps nus et musclés révèlent le jeu très intense de la lumière et des ombres qui aide à ressortir la moindre teinte. Deux élans sont à distinguer dans ce tableau. D'une part, les bâtiments ne sont pas vus de front et nous offrent une fuite vers le fond de la scène. D'autre part, la mêlée compose un agencement pyramidal très étiré qui facilite la sensation d'un puissant mouvement ascendant. La sensation, voilà ce que recherche la peinture coloriste, faire appel au sentiment du spectateur pour créer en lui une émotion, une implication personnelle pour l'œuvre, pour faire en sorte qu'il se sente concerné. Ce plaisir immédiat a de quoi séduire. Et c'est ce qui poussera certains élèves de Charles Le Brun à se détourner de la peinture de leur maître. Des élèves comme Charles Delafosse qui, étudiant les peintres italiens, finit par s'intéresser de près aux Vénitiens puis à Rubens. Il développa une peinture unie autour de la couleur, décora la coupole des Invalides et réussit cet étonnant effet de percer sur le ciel, consacrant la victoire du clan coloriste en ornant des plafonds somptueux au sein même de la résidence royale, à la cour au château de Versailles, comme le fit Antoine Coipel. Mais celui qui a vraiment poussé encore plus loin les conceptions coloristes est le peintre Jean-Antoine Watteau. Arrivé à Paris en 1702, il finit par entrer successivement dans l'atelier du peintre Claude Gillot vers 1707, puis dans celui de Claude III Audran, où il se prit de passion pour la décoration et le théâtre. Selon les propres termes de Samuel Rocheblave, il fut préservé de l'enseignement académique par un heureux échec au concours pour le prix de Rome en 1709. Ce qui l'empêcha d'effectuer un séjour à Rome destiné aux lauréats afin de parfaire leur éducation artistique. Ici, le choix du mot « préserver » aide à sentir le poids de l'apprentissage académique qui n'a pas su, encore à cette date, amener les peintres français toujours dépendants du modèle italien vers une manière de peindre à la française. Presque toutes les biographies accordent ensuite, comme maître à Watteau, l'observation et le fait qu'il était un peintre de son temps fréquentant les milieux mondains. 3 ans après, son originalité et sa célébrité naissante le faisaient presque entrer sans bagage à l'Académie. 5 ans plus tard, après la mort de Louis XIV et pendant la régence du libertin Philippe II d'Orléans, son neveu, il présenta son chef-d'œuvre, qui lui servit de morceau de réception, le pèlerinage à Cythère. Il me semble que pour achever de manière satisfaisante cette vidéo, nous devons prendre du recul sur cette fameuse querelle du coloris. C'est la bataille constante des jeunes et des anciens, des conservateurs et des progressistes, l'éternel étendard de la nouveauté qui n'en est pas, le constant mensonge de la mode futile et passagère. Sous prétexte de s'appuyer sur l'exemple d'un ancien qui avait rejeté ce qui s'était fait à un certain endroit et avant lui, ceux qui l'ont suivi ont eux aussi rejeté cette source d'inspiration. Mais c'était sans compter sur les nouveaux qui font ressurgir sous une autre forme le plus ancien modèle en rejetant ceux qui l'ont rejeté, etc., etc. Si les rubénistes ont finalement remporté cette querelle absurde, ce n'est pas parce qu'ils ont suivi aveuglément leur modèle, comme l'ont fait les poussinistes, mais parce qu'ils n'ont pas entièrement rejeté Poussin. Les partisans du dessin et l'autorité de l'Académie ont en effet trop souvent délaissé et insulté Rubens. Ils se sont empêtrés dans le jeu puéril des anciens et des modernes, à trop vouloir contraindre la jeune génération selon leurs critères esthétiques. Antoine Coipel, dans son « Discours prononcé dans les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture », publié en 1721, a écrit à ce propos une réflexion étonnamment juste et conciliante. Je ne pouvais comprendre comment on voulait détruire une partie pour en faire valoir une autre. C'est vouloir, disais-je à mes jeunes amis, suivre le conseil de Toinette dans le Malade imaginaire. C'est vouloir se faire couper un bras afin que l'autre se porte mieux, et se faire crever un œil pour voir plus clair de l'autre. Il est vrai, disais-je, qu'un tableau ne peut être parfait sans coloris, mais comment veut-on que le coloris subsiste sans dessin ? Tout est dit, le dessin et la couleur se servent réciproquement. Un peintre qui négligerait l'un de ces deux aspects se verrait fatalement moins estimé que celui qui réussit à les coupler. Vous connaissez à présent dans les grandes lignes l'un des plus déplorables épisodes de l'histoire de l'art en France et de l'Académie royale de peinture et de sculpture.
En espérant que cette première vidéo hors série vous aura plu, je vous souhaite sur ce une bonne continuation et vous dis à bientôt sur la chaîne de l'atelier. Portez-vous bien.